Rebonjour chers auditeurs et auditrices, nous sommes sous la palabre pour les dossiers de la diasporole et nous parlons du racisme dans le foot. Alors on était bien lancés là, hein, les amis, j'ai du mal à les contrecarrer là. On est bon, hein. Ah, ils sont bons, hein. Mais écoute, tu nous parlais de ton témoignage, je vais reprendre un petit peu l'acte de monsieur Moussa Marega. Comment tu l'as vécu? Parce que moi je trouve ça exceptionnel ce qu'il a fait. Bah moi franchement c'était... j'ai trouvé ça vraiment courageux, hein, parce que on sentait qu'il y avait beaucoup d'émotions. Et voilà, il faut bien situer les choses. Il y a un facteur, il y a des facteurs extérieurs, il y en a beaucoup. Il y a l'alcool, c'est un match de foot, c'est dans le cœur. Et il a eu l'audace de quitter le terrain, alors qu'il a été traité. Hein, voilà. Ce qui est dommage, c'est que les autres n'ont pas suivi. Parce qu'après, je peux le comprendre aussi. Excuse-moi, et si je peux rajouter, ouais. Il a eu un carton jaune, hein, donc ça n'est rien comprendre. Donc tu es victime, on te donne un carton jaune et en plus on te demande d'aller jouer. En fait, il y a ce qui se passe sur le terrain. Il faut bien savoir, c'est que dans un stade, il y a le terrain de foot. Et ce qui est dans le terrain compte que comme sur le terrain. C'est comme si on était dans quelque chose de diplomatique, d'unique. Ah d'accord. Il faut pouvoir faire abstraction de ce qui vient de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle le professionnalisme. Hein. Ouais. Alors, on peut lui reprocher d'un certain point de vue sportif un manque de professionnalisme, mais d'un point de vue éthique et des valeurs, il est clairement dans le bon. Il y a encore là une ambivalence où voilà, il y a un peu pour, contre. Mais comme clairement c'est du racisme, moi je dirais que oui, il a fait la bonne chose, il a fait ce qu'il fallait. Il fallait bien un début, il fallait bien que ça commence quelque part. Alors oui, c'était un message fort. Après, dans les détails, c'est toujours compliqué parce que nous, voilà, moi j'ai bientôt 35 ans, moi je l'ai vécu comme ça, quoi. C'était comme ça dans le foot et je suis en train de voir les prémices du changement et ça fait clairement plaisir. Ah bah tant mieux. Ouais. Mais je dirais, ce qui me dérange par rapport à tout ce qui s'est passé dans ce terrain, c'est quand même que les organisateurs savent très bien que ça peut affecter un joueur de se faire insulter de la sorte. C'est pas une personne, c'est tout un stade qui crie, qui s'énerve, qui traite de singe. Donc, ok, il y a des règles de terrain, mais est-ce que ces règles-là, qu'on veut nous faire croire, enfin, je veux dire, plus importantes que le comportement de cet être humain qui s'est fait insulter violemment, bah, a moins de poids en finale? Et en fait, un match de foot, c'est assez complexe à certains points de vue. Avant qu'il y ait la diffusion, il y a quand même des enjeux économiques, il y a de l'investissement, il y a du cœur, hein, parce qu'il faut savoir quand même que le football, dans son idée première, c'est un sport de pauvres, de travailleurs. Donc il faut aussi dire que voilà, il faut accepter ce que c'est pas les plus gros pédigrés du pays qui vont voir les matchs de foot. Hein, c'est des passionnés, des supporters. Donc il faut aussi prendre ce contexte-là pour utiliser une empathie afin de savoir comment corriger le tir en propageant le bon message. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que Guimarães, c'est pas Porto. Hein, c'est beaucoup plus reculé. C'est pas la capitale. Mais ça se passe dans des grands groupes, hein, clairement, des grands clubs. Si on va en Espagne, on va en Italie, je pense que personne n'est épargné à ce niveau-là. Non, clairement, dans ces pays-là, il y a des choses à faire dans ces pays sudistes et conservateurs qui, eux aussi, veulent conserver leur histoire. Donc c'est clair, encore une fois, comme on disait au départ, on parlait de folklore, donc on se doute bien que des conservateurs conservent beaucoup plus leurs racines. Donc on voit bien que c'est ces pays-là qui sont encore plus en difficulté d'un point de vue financier, parce que par conservation des racines, des pays comme la Grèce, des pays qui ont été endettés, parce qu'il y a un besoin d'adaptation lié au capitalisme, et on voit que dans le Nord, on s'adapte mieux. Parce que voilà, dans le Nord, c'est pas farniente, parce qu'il y a plein de soleil et qu'on prend la pause à 2 heures. Dans le Nord, on travaille tout le temps. Il fait nuit, on travaille. Quand il fait nuit, si tu travailles pas, tu déprimes. Entre guillemets, voilà. C'est pas vraiment ce qui se passe, mais si on parle d'une idée générale, en allant chercher à côté, voilà. Mais donc, on ne va pas tout le temps leur trouver des excuses. Je trouve pas n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez leur trouver des excuses? Non, moi je trouve pas. Moi, ce que je veux dire par là, c'est pas l'excuse. Ce qui est important ici, c'est essayer d'arriver à propager un message adapté avec le top du foot actuel. Voilà.
Aujourd'hui, c'est écrit, hein, il y a un article qui stoppe un match s'il y a du racisme. Il faut que les joueurs le mettent en place. Après Marega, on sait que ça va se mettre en place. On attend juste la prochaine BV, on verra ce qui va se passer. Ce qui est bien de dire, c'est que hier, il y avait Bayern Offenheim. Les supporters ont été bruyants. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que incroyable, mais il paraît que les deux équipes ont commencé à faire des passes pendant 10 minutes. Wow. Donc le match a arrêté. Ça veut dire que ça, Super. c'est le début indirect d'un effet Marega pour moi. Ouais. C'est-à-dire que les choses vont changer. Encore une fois, comme je le disais au début, il faut toujours attendre que ça se mette en place. Hein, nous, ici, on est en train de parler de choses, on aimerait des choses directes. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Hein. Ça ne se passe pas comme ça. Donc ces gestes forts doivent prendre leur temps, pas trop de temps s'il vous plaît, donc bousculez-vous s'il vous plaît. Mais je veux dire, l'impact que ça a sur les jeunes, est-ce que dans ton milieu, est-ce que je ne parle pas spécialement de Moussa Marega, mais est-ce que tu penses que l'impact que tu peux toi avoir sur les jeunes par rapport à leur vision de l'homme noir, tu peux le ressentir là à présent, dans ta vie de tous les jours, vu que tu es coach et que tu es prof et que tu fais plein de choses? Franchement, moi, c'est clair que j'ai une proximité un peu plus facile avec les jeunes de couleur, on ne va pas se mentir. Hein. Ah bon? Voilà, mais proximité, ça veut dire que c'est plus facile d'entrer en contact avec eux. Hein, je les approche plus facilement. Et c'est vrai que je note que les études ne sont jamais la première direction. Voilà, je note ça tout le temps. Donc, peu importe l'effet Marega, moi on parle de changement, donc je vois plein d'autres immigrants qui font plein d'autres choses, qui sont en droit, qui sont... On peut lier le sport aux études, donc on peut avoir une très bonne carrière, mais on fait des études. En fait, ici, nous on vit dans le présent. Ici, voilà, ici, je sais pas, nous sommes le 1er mars, hein, donc le point de ce débat, c'est aujourd'hui, hein, mais il faut qu'on puisse... comment dire, prospecter, hein, pas regarder le passé, donc pas une rétro, mais prospecter dans le futur, donc une projection de ce qui pourrait être dans 5 ans. Ça veut dire que ici, c'est poser les jalons du début de quelque chose. C'est ça le débat, puisqu'on assiste à un changement. Oui. Il y a énormément de choses qui sont passées, mais ces choses-là remettent une nouvelle réalité en place. Et à chaque fois que cette réalité s'installe, nous avons un nouveau présent. Et à chaque fois qu'une action est produite, nous avons des nouvelles ressources. Et à chaque fois que nous avons des nouvelles ressources, on doit être intelligent pour pouvoir les utiliser. Et c'est ça qu'on ne fait pas pour moi. Parce que Marega, ça, il a été intelligent. Mais ce que les autres ont fait après dans les commentaires, mais ça, c'est pas intelligent. Hein, quand j'ai regardé sur les réseaux sociaux, non. Lui, il a été intelligent. Donc ça doit suivre. Exactement. Comme dans la communauté. Exactement. As-tu... Sur le même mécanisme. Mais oui, bien sûr. Hein. As-tu un conseil à donner à la jeunesse? Non, moi j'ai beaucoup aimé l'intervention de notre frère. C'est que, en fait, les choses ne sont pas blancs ou noirs dans le football. Il ne faut pas, parce que des actes simples et bêtes sont posés, être aussi dans l'analyse simple et bête. Les choses sont plus complexes que ça. Il faut savoir décanter de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai. L'acte de Marega reste un acte courageux. Maintenant, ce qui manque peut-être, c'est la solidarité, pas seulement sur les réseaux sociaux, parce que j'ai vu des actes de solidarité, des tweets, y compris de la part de son propre club et d'autres personnages très connus du monde du football, qui ont pris des positions très claires sur la question du racisme en disant que c'est inacceptable. Maintenant, ce qu'il faut, c'est comme aux États-Unis, il faut lancer en fait un mouvement de réelle solidarité sur le terrain qui soit visible à ces moments où on est à des heures de diffusion de télévision, où on peut toucher les masses. C'est à ces moments-là qu'il faut poser des actes. Le fait qu'un footballeur américain pose son genou pendant l'hymne national, c'est un acte fort, c'est un acte qui dénonce sans manquer de respect à personne, sans manquer de respect même à cet hymne national. Pourquoi? Parce que cet hymne national dit justement qu'en fait, il faut que tous les Américains puissent se reconnaître comme les Américains. Et les Afro-Américains sont des Américains. Qu'on s'entende bien, Monsieur Trump, qu'on s'entende bien là-dessus. Et d'ailleurs, l'un des actes les plus forts qu'ils ont eu,
C'est quand Mike Pence, le vice-président, avait décidé d'aller à un de ces matchs de football et de dire « parce que je serai là, les footballeurs ne vont pas baisser leurs genoux ». On a vu ce qui s'est passé, c'est que quand ils l'ont vu justement dans les tribunes, ils se sont dit « ah, c'est lui là, ok, d'accord, comme il vient nous provoquer, nous aussi on va se mettre en route ». Donc l'idée ici fortement, c'est que quand il y a des actes stupides qui sont posés par des supporters, excusez-moi du terme, qui sont stupides et bêtes, tu es encore très gentil, je pense. Non, il faut arriver justement à ce que les gens qui ne sont pas d'accord montrent justement qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils sont prêts à agir sur cette question. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a eu un manque, à mon avis, de la part de ses coéquipiers, de la part de l'équipe adverse, de la part de ses coachs. Il faut que des actes forts soient posés. On parle du championnat italien, quand dernièrement, comment il s'appelle encore, l'autre tête dure, là, Balotelli s'est fait... discriminé une énième fois. Je crois que c'est le patron de l'équipe qui a ensuite fait une déclaration dans la presse en disant que c'est parce qu'il est nègre. Simplement et bêtement, il a dit ça. L'Italie n'est pas étrangère au racisme, on sait. Ça ne veut pas dire que tous les Italiens sont racistes, évidemment. Mais il faut arriver, il y a une réelle culture. Ce n'est pas manquer de respect à la culture italienne que de dire ça. C'est que les choses sont profondément ancrées dans les traditions, dans le folklore. Et il faut dire et répéter encore une fois et encore toujours qu'en fait, les traditions ne sont pas choses fixes dans le temps, que les traditions sont appelées à évoluer. Une façon de les tuer, c'est justement bêtement de les enfermer dans le temps et de dire, voilà, c'est parce que nous avons toujours fait comme ça que ça doit continuer comme ça. Mais non, justement, les traditions, c'est quelque chose qui doit évoluer avec le temps. Tout est appelé à évoluer dans le temps. Sinon, c'est synonyme de destruction de la société, c'est synonyme de destruction de civilisation. Il faut arriver à une société où on sait ajouter des choses positives et évoluer avec son temps. Sinon, on s'enferme dans des bêtes choses. La dernière chose que je voulais dire, c'est que dans le monde du football en général, on verra encore malheureusement des actes racistes qui sont posés, autant en termes de recrutement, autant en termes de paiement des salaires, autant en termes de recrutement des joueurs et de la façon dont un joueur est jugé simplement par sa couleur de peau, c'est-à-dire que ses performances sur le terrain ne dépendent pas seulement de ses performances. Il faut aussi qu'on alloue à ça sa couleur de peau, ses origines, etc. etc. Et donc l'idée, c'est d'aller au fond des choses. C'est-à-dire, on parle de racisme dans le football, il faut traiter le problème dans le fond et il faut que les joueurs qui sont concernés par cette question s'organisent et puissent être capables. Ils ont assez d'audience, parce que chacun d'entre eux a un réseau social, a un impact sur des milliers, voire des millions de gens. Il faut qu'ils arrivent à s'organiser de manière globale. Et de poser des actes bien concrets, de dire « nous trouvons ceci inacceptable ». Ils sont assez nombreux que pour pouvoir peser dans la balance. Ils sont assez nombreux que pour pouvoir faire ça. On n'est pas au niveau où ils sont 1, 2, 3 joueurs, non. Ils sont beaucoup, ils sont énormément, et c'est des joueurs avec énormément d'influence, y compris dans leur club, y compris au niveau médiatique et au niveau populaire en général. Donc ils peuvent aller au-delà des dénonciations des réseaux sociaux, instaurer des vrais mouvements qui puissent changer véritablement la question de fond et s'arrêter, arrêter de s'apitoyer sur son sort en disant tel a chanté une chanson raciste. Non, bien sûr, il faut aller plus loin. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions. Donc merci à toi, Chisim-Beka. Donc on peut te retrouver sur Facebook, on peut te retrouver où? Oui, on peut me retrouver sur Facebook, c'est bien ça, Chisim-Beka. Ok. Voilà. D'accord, on mettra de toute façon sur le site internet. Je remercie mon très cher collègue Aliou pour ton énergie. Il est grave. Et mes très chers auditeurs et auditrices, je voudrais terminer en vous disant, ben voilà, pour la génération, pour notre jeune génération, prenez vraiment allez, là ça vient vraiment du cœur. Vous êtes des hommes magnifiques. Et votre couleur de peau ne va pas vous définir. Vous êtes plus qu'une couleur de peau. Et donc soyez forts, soyez intelligents. Et la valeur d'un homme s'arrache par lui-même. Donc voilà, vous avez bien entendu, c'est à vous de faire le nécessaire et d'en parler et de surtout mettre en avant le fait que vous avez de la valeur. Voilà, très chers auditeurs, auditrices, c'est fini pour la Diasparole. On se reverra dans le mois prochain et je laisse la place à la technique.